Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure du bilan. Vous connaissez l'émission tous les dimanches. Un invité vient sur notre plateau pour faire son bilan. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir, il faut le dire, de recevoir un grand monsieur, Julien Lauprêtre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Secours populaire français. C'est exact. Et on va passer tout de suite à cette première partie d'émission, les combats de l'invité. Et dans ces combats, évidemment, Julien Lauprêtre, on va parler de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. C'est votre combat, mais également le combat que mène le Secours populaire français, dont vous êtes d'ailleurs le président depuis de nombreuses années. Alors c'est vrai que c'est une association qui est née en 1945, reconnue d'utilité publique et déclarée d'ailleurs grande cause nationale. Elle mène, il faut le savoir, ses actions évidemment en France, mais également dans le monde. Donc on va commencer à parler de l'association en France et puis on fera une deuxième partie sur les actions internationales. D'accord. Et en France, chaque année, l'association aide plus quand même de 2,5 millions de personnes. Un peu plus de la moitié de ces personnes d'ailleurs sont orientées vers les services sociaux. 43% des aides sont aidées pour des enfants. 71% sont locataires, mais souvent dans des conditions de grande précarité. Au regard de ces chiffres, de ces quelques chiffres, parce qu'ils sont nombreux, quel est votre premier bilan aujourd'hui ? Le premier bilan, c'est d'essayer de montrer à la population française la gravité de la situation et que derrière les chiffres, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants qui souffrent. Le Secours populaire français est très décentralisé. Nous avons une fédération dans tous les départements. Nous avons 600 et quelques comités qui rayonnent aussi dans tous les départements. C'est dire que nous sommes au cœur des événements, nous sommes au cœur de la misère, de la pauvreté. Lorsqu'on me parle d'un sondage, j'ai dit bon, peut-être il y a quelque chose à redire. Mais nous, le sondage au Secours populaire, c'est le sondage du cœur et de la raison. On est sur le terrain. Et à l'heure actuelle encore, la misère, la pauvreté grandit dans notre pays d'une façon qui fait vraiment de la peine. Et d'ailleurs, vous le rappelez sur le site du secourspopulaire.fr d'ailleurs, que la plupart des personnes qui poussent pour la première fois la porte d'une permanence d'accueil demandent en priorité une aide alimentaire. Alors certaines de vos antennes d'ailleurs aussi proposent de créer des jardins solidaires, créer notamment un potager, on le sait moins, avec la pousse de fruits et de légumes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, c'est exact. C'est-à-dire que le Secours populaire essaye de bien faire en sorte que les personnes qui sont en difficulté essayent aussi de s'en sortir. Si vous voulez, j'ai la formule, c'est le contraire de la charité, de l'assistance. Quand une personne vient nous voir et elle nous remercie, on est très heureux, notre cœur bat plus fort, merci. Mais vous, qu'est-ce que vous faites ? Vous savez, moi je suis tout seul avec 3 enfants. On a créé le mouvement Enfants Copains du Monde, un mouvement extraordinaire qui veut apprendre aux enfants à s'aimer plutôt qu'à s'entretuer, à se réunir plutôt qu'à s'échapper les uns des autres. Et peut-être vos gosses, ils seront tout contents de faire partie, comme ça, ils écriront peut-être. Voilà, et ils écriront peut-être à des petits d'Haïti ou de Chine, et ça crée un lien, et on développe le mouvement Enfants Copains du Monde. Ou alors l'autre personne qui dit, vous savez, moi je chantais bien. Pourquoi vous venez pas, on va créer une chorale pour les personnes qui, avec vous, chanteront. C'est-à-dire qu'on a la réponse à toutes les demandes qui concernent à aider les gens à s'en sortir. Et notre plus grand succès, par exemple, c'est que le grand dirigeant de toutes les grandes manifestations nationales ou internationales, on a fait le Champ de Mars il y a 2 ans avec 70 000 personnes, on a de grandes initiatives. Le dirigeant de tout ce truc, c'est un jeune dans le temps qui venait chercher à manger à Toulouse. Et effectivement, la première demande, c'est demander à manger. Et moi, j'explique souvent que la faim dans le monde, c'est pas seulement le petit noir squelettique qu'on voit sur les magazines. Il y a aussi en France des gens qui ne mangent pas à leur faim. Nous avons des situations parfois dramatiques. La personne qui vient dit « Est-ce que vous pouvez m'aider ? J'ai plus rien à manger. » dit « C'est peut-être pour la prochaine fête, anniversaire. » Elle dit « Non, tous les jours c'est pareil. J'ai rien d'avance dans mon frigidaire. » Et là, il faut qu'on explique aux personnes que, il faut aussi qu'ils veuillent peut-être à nous aider à faire aussi quelque chose. Tiens, on a un atelier là pour préparer le repas le midi. Vous voyez, essayez toujours que les gens s'en sortent, contribuent à s'en sortir. C'est-à-dire, c'est la grande leçon de
que les gens redeviennent des citoyens, parce que quand on a faim, lorsqu'on est complètement isolé, on perd toutes les notions du temps et tout ça. Et nous, c'est vraiment l'effort que nous faisons. Et c'est pas rien, l'année dernière, nous avons distribué 180 millions de repas. C'est-à-dire beaucoup plus que toutes les autres associations. Et vraiment, on sent que c'est un besoin vital avoir à manger. Et également le secours populaire, on peut aussi, pour les personnes en difficulté, moyen de s'habiller, de permettre à des familles de partir en vacances ou encore de se soigner aussi dans de bonnes conditions. L'association propose également des actions comme des journées coiffure dans certaines permanences ou des ateliers relooking. Comment s'organise ce type d'opération? Et aussi également, j'ai envie de vous demander comment on peut vous rejoindre pour venir vous aider. Oui, bah, ça fait beaucoup de questions. C'est vrai. Bah, la première question, c'est de comment les gens ils viennent, donc c'est pour les encourager à faire quelque chose. Et aussitôt qu'ils ont mis, je sais pas si l'expression est bien juste, qu'ils ont mis le pied à l'étrier, bah après, ça y est, c'est parti. Et c'est vraiment notre souci, vous voyez. Nous appelons des généralistes de la solidarité. L'alimentaire, vous l'avez dit, le vestimentaire avec aussi des centaines de milliers de personnes qui peuvent avoir accès à nos grandes friperies, à nos grands vestiaires qui sont ouverts à la population. Vous avez parlé de l'accès aux vacances. En ce moment, c'est notre grande campagne pour faire partir des gosses en vacances. Vous savez qu'il y a un enfant sur 3 et un Français sur 2 qui ne sont pas partis en vacances l'année dernière. D'où cette idée d'offrir des vacances. Nous avons cette grande campagne en ce moment. Et lorsque va arriver le 15 août, le jour où on n'a plus envie de parler de vacances, le gosse qui n'est pas parti ne partira pas. D'où cette idée d'organiser les journées des oubliés des vacances. Je ne cacherai pas aux téléspectateurs que j'ai eu beaucoup de mal à faire avancer cette idée parce que toutes les associations qui s'occupent d'enfants, qui s'occupent de l'éducation, les instituteurs, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Une journée vacances, mais il faut leur offrir des vraies vacances. Et je répondais, ben oui, si vous me donnez les moyens, moi je suis prêt à organiser. Exactement. Mais seulement maintenant, ils ont changé complètement d'attitude parce que, première rédaction, le gosse, qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances? S'il est complètement à sec devant la copie, il est très malheureux. Mais s'il a vu, par exemple, la Tour Eiffel avec 70 000 de ses petits copains, ou s'il a découvert la mer, ou ne serait-ce qu'une journée, il en écrit comme s'il avait été 3 semaines à Saint-Tropez. Et les instituteurs me disent que même pour leur parcours scolaire, il est meilleur parce qu'ils ont participé à une chose. Et c'est pareil pour la culture. C'est très difficile, vous savez, l'accès à la culture. Parce que quand on propose des places pour aller voir une manifestation culturelle à la personne, elle dit mais comment je vais m'habiller? Le regard des autres, est-ce que je vais y comprendre quelque chose? Être bien. Voilà, et c'est là notre rôle d'éducation populaire pour aider la personne à comprendre que alors où on est satisfait, c'est quand elle repart et qu'elle dit ah ben je voudrais bien revenir. Là on a gagné. Et peut-être encore un petit mot sur la santé. Nous avons maintenant dans 70 départements des personnes autour des médecins du Secours populaire qui s'occupent de l'accès à la santé. Et là, nous avons des cas dramatiques, vous savez, des gosses que nous découvrons qui n'ont pas vu un médecin depuis plusieurs années. Et à un moment, on lui dit « Oh ben non, il va bien, il tousse un peu. » Il y a vraiment un gros travail d'éducation à faire dans tous les compartiments de la vie quotidienne. Également, les actions du Secours populaire, c'est dans le monde. D'ailleurs, vous le rappelez sur le site du Secours populaire que c'est pas forcément connu du grand public. Et c'est pour ça que j'avais aussi envie de mettre vos actions de ce côté-là dans la lumière. Chaque année, c'est plus de 200 actions d'urgence et programmes de développement avec 150 partenaires dans une soixantaine de pays. D'ailleurs, toutes les informations que j'indique sont disponibles sur le site du Secours populaire. Et c'est vrai que depuis la création de l'association en 1945, le Secours populaire s'organise autour des grands drames de la vie humanitaire, la famine, les conflits, les épidémies. Une manière aussi, évidemment, d'aider les victimes et de leur permettre de reprendre une vie à peu près normale. D'autres associations aussi, comme on connaît, Action contre la faim, vont sur ce type de drame. Comment s'organise sur place l'organisation entre les différentes associations? Vous savez, il y a la devise d'un écrivain qui disait « La solidarité, ce ne sont pas des mots, ce sont des actes ». Et nous reprenons cette formule.
Par exemple, bon, il arrive une catastrophe dans un pays. Quelques heures après la catastrophe, nous avons des délégués du Secours populaire qui sont sur place et qui disent qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous. Et toujours avec l'idée du partenariat, c'est pas le Français qui sait tout, qui arrive dans le pays étranger en disant mon petit, on va faire ça et ça. Non, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Et il y a aussi des trésors d'ingéniosité chez les personnes. J'étais il y a pas longtemps à Haïti, et ben là c'est extraordinaire le travail qu'a fait le Secours populaire pour la reconstruction d'écoles, pour la construction de centres médicaux. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on est sur place. Et nous avons maintenant des partenaires dans 50 pays. Et là, nous n'avons pas voulu que ce soit un secours international. Nous voulons que dans tous les pays naissent des associations de notre type. Qu'est-ce que c'est notre type? C'est l'indépendance complète. C'est la décentralisation, c'est vraiment nos deux armes. Et on a maintenant dans une vingtaine de pays des associations qui travaillent sur nous avec la même considération pour les gens qu'ils aident et aussi la même volonté de faire quelque chose d'utile. Également aider les enfants avec l'accès à l'éducation aussi sur place. Ça au quotidien, c'est une grosse action aussi oui, du Secours populaire. Et c'est pour ça, je le disais tout à l'heure, nous avons constitué le mouvement Enfants Copains du Monde. Pourquoi? C'est parce que il y a eu la Convention internationale des droits de l'enfant qui a été votée. Le texte est excellent, mais dans la réalité, il n'y a rien du tout qui est appliqué. Et nous essayons d'appliquer l'enfant. Le droit à manger, le droit à s'instruire, le droit à se loger. Nous essayons de faire en sorte. Et avec le mouvement Enfants Copains du Monde, ça prend une extension extraordinaire. Parce que d'abord, c'est les enfants, il y a une sensibilité. Et chez l'enfant, il y a très vite des bons sentiments si on sait les exploiter au bon sens du terme. Et nous avons à l'heure actuelle des villages copains du monde, nous en avons 40 en France ou à l'étranger. Qu'est-ce que c'est un village enfants copains du monde? C'est un village qui pendant 15 jours, 3 semaines accueille des enfants de différents pays et apprennent à vivre ensemble et surtout quand ils retournent dans leur pays, gardent des contacts pour continuer à développer la solidarité. Et vos téléspectateurs sont émus comme moi de penser qu'il y a des petits-enfants israéliens qui se retrouvent avec des petits Palestiniens, des petits Marocains qui se retrouvent avec des petits Sahraouis, il y a aussi des petits Chinois avec des petits Vietnamiens. C'est-à-dire que alors que les gouvernants sont comme ça, ben voilà, ces gosses-là, ils apprennent à faire. Et c'est extrêmement important, leur activité de ces et ça prépare l'avenir. Parce que le gosse qui passera sous une forme ou une autre, avec les formules, avec l'activité de copains du monde, il sera moins à l'écoute des assassins qui viennent récupérer même des tout jeunes en leur apprenant que la vie, et c'est pas bon, qu'il faut se tuer. Et là, avec tout le travail que font les copains du monde en France et à l'étranger, on fait reculer ces idées monstrueuses. Alors, je vais rappeler pour nos téléspectateurs qu'il est important de faire un don pour le Secours populaire français. Vous pouvez aller sur le www.secourspopulaire.fr. Vous pouvez également aussi rejoindre cette belle équipe. Vous avez aussi par SMS, ça s'affiche en bas de votre écran ou avec leur adresse postale. C'est important de faire un don. On va passer tout de suite, Julien Lauprêtre, à cette deuxième partie d'émission. C'est l'œil du bilan. Et dans l'œil du bilan, on a cette petite habitude, Julien Lauprêtre, on regarde ensemble une photo et une vidéo et on la commente ensemble. Cette photo, elle montre l'ancien président de la République François Hollande vous remettre le 17 septembre 2013 la Grande Croix de la Légion d'honneur. Une manière de saluer aussi votre carrière tournée vers la solidarité, l'entraide et votre dévouement au service des autres. Et d'ailleurs, 10 jours plus tard, vous avez aussi accueilli au siège du Conseil économique et social et environnemental toutes les personnes qui vous accompagnent au quotidien, que ce soit les bénévoles, les partenaires. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Il était important d'unir la famille. Oui, une très très grande émotion parce que bon, je suis quand même d'une famille très modeste. Mon père était cheminot. Ma maman a été malade toute sa vie. Donc, un milieu très modeste. Nous étions dans un appartement
où il n'y avait pas l'eau, où il n'y avait pas les douches ni les voitures, et de se retrouver comme ça avec le président de la République, je sais bien. Mais l'autre aspect, c'est que j'ai dit dans toutes mes déclarations, il faut que les amis du Secours populaire, ils apprennent pour eux aussi la décoration. Bon, le président, c'est important, sans aucun doute, mais s'il n'y avait pas tous ces bénévoles, 80 000 en France. Et ces 80 000, j'ai voulu que la Légion d'honneur, ils apprennent aussi pour eux, parce que c'est un dévouement extraordinaire que nous développons. D'ailleurs, à ce moment-là, vous avez rappelé que la force du Secours populaire, effectivement, c'est tous les membres qui vous unissent, les 80 000 bénévoles. Et je cite aussi que le rassemblement autour des valeurs de la solidarité et de la fraternité. Ça se perd, ces valeurs, aujourd'hui, Julien Non, Lauprêtre? il y a les deux aspects, vous voyez, dans notre pays. Il y a les deux aspects. Il y a d'une part la montée des idées racistes, xénophobes, vraiment des mauvaises idées. Mais en même temps, il n'y a jamais eu un tel élan de solidarité. Malheureusement, il ne trouve pas sa place dans les grands médias. Par rapport aux jeunes, par exemple, les jeunes qu'on voit le plus souvent, c'est des jeunes qui brûlent les voitures ou qui attaquent le pépé et la mémé pour y piquer son portefeuille. On ne voit pas assez souvent l'extraordinaire générosité qu'il y a chez les jeunes qui font des actions de solidarité. Et aussi vous dire que la preuve que la France devient de plus en plus solidaire, c'est que le Secours populaire français, tenez-vous bien, compte maintenant plus d'1 million de membres. Il y a 1 million de Français ou de Français qui ont dans leur poche la carte du Secours populaire français. Mais je pourrais vous citer aussi les coiffeurs qui se proposent, la semaine prochaine, je peux peut-être venir une journée pour coiffer vos gens. Il y a eu un grand moment, au moment de la fête des rois, il y avait beaucoup de, comment on a dit, des pâtissiers, oui, des pâtissiers, des boulangers, qui ont créé des galettes spéciales Secours populaire, et la fève, c'était un petit symbole du Secours populaire. Ah. Et il y a aussi, on parlait tout à l'heure de la santé, il y a aussi des médecins qui se mettent à la disposition du Secours populaire, dire écoutez, si vous avez des cas, on les examinera bénévolement. Vous voyez, c'est-à-dire il y a les deux choses dans le pays. Il y a la montée indiscutablement de la violence, des attentats, du racisme, mais en même temps, et moi j'appelle ça une nouvelle résistance, comme je suis un ancien résistant, j'appelle ça une nouvelle résistance, c'est-à-dire de ne pas tout accepter, de faire en sorte que... Mais c'est extraordinaire, et moi c'est ce qui me donne confiance en l'homme. Il n'y a pas que des mauvais sentiments, mais il faut vraiment qu'on aide à ce que se développent les bons sentiments. Et nous avons des gens, je ne suis pas une exception, qui consacrent leur vie à la solidarité. Comme on dit, ils sont bien dans leur peau, vous voyez, c'est extraordinaire. Et on va parler tout de suite d'un documentaire, Julien Lauprêtre, qui vous serait consacré grâce au réalisateur au travail de Mourad Lafitte et Laurence Kaznia, produit d'ailleurs par Images Contemporaines, une sortie prévue pour septembre 2017. Alors évidemment, pour que ce documentaire puisse voir le jour, la production a mis une petite vidéo sur YouTube pour demander au public des dons. Et d'ailleurs, j'ai vu hier, en préparant cette émission, que le pari était réussi avec 4 000 €. Je vais vous montrer aussi des personnalités qui ont témoigné de beaux messages de soutien pour vous. On va écouter tout de suite l'écrivain Didier Daininx et la chanteuse Isabelle Aubray. C'est la vidéo que je vais vous montrer tout de suite et que les téléspectateurs vont découvrir. Je pense que la personnalité de Julien Lauprêtre est tellement extraordinaire. Elle est tellement généreuse. Il a laissé et il a donné tellement de temps de sa vie pour cette association qui est magnifique. Oui, bien sûr que ça mérite un film. Julien Lauprêtre, c'est quelqu'un qui a mobilisé des énergies pour que les gens aillent mieux. À mon avis, ce serait bien de lui rendre un petit peu la monnaie de sa pièce en faisant un film comme ça qui montre toute son action. Donc moi j'invite vraiment tout le monde à soutenir ce projet. Alors de très belles images, de très beaux... Ça me fait un peu comme la Légion d'honneur, vous voyez, j'étais pas habitué quand j'étais jeune à de telles choses, vous voyez. Mais je sais qu'ils font un travail extraordinaire et ils m'ont livré quelques secrets de leur production. Ça va être un bon film et surtout que ce soit un encouragement pour nos bénévoles, dire que
ben voilà, il y a une vie qui est bien remplie, on est utile aux autres, on fait quelque chose, la société va pas bien, ben au moins on essaye de la rendre meilleure. D'ailleurs, Mourad Lafitte et Laurence Cazenat ont déclaré, alors je cite, Oui. à le côtoyer, l'accompagner, échanger et partager avec lui. On comprend que si la vie de Julien Lauprêtre se confond avec les combats du Secours populaire français, c'est en replongeant dans l'intimité de ses origines familiales, sa jeunesse, ses premières rencontres, que l'on saisit l'homme, ainsi que l'engagement de cet éveilleur de conscience. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire aujourd'hui? Eh ben que c'est bien tout ce qu'ils disent, je m'y retrouve bien, ça me gêne un peu parce que je suis plutôt modeste que prétentieux, mais je reconnais que depuis que j'ai fait leur connaissance, il y a vraiment des liens extraordinaires qui se sont noués et comme ils font beaucoup d'images contemporaines, mais le film va avoir de la valeur parce que c'est aussi des personnes qui connaissent bien leur métier, qui ont du talent. Et d'ailleurs, on parlait de votre histoire, vous avez évoqué aussi cette partie de votre vie, vous avez fait partie de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, vous avez aussi côtoyé Missak Manoukian, le chef du groupe de l'Affiche Rouge, qui vous dit « Moi je suis foutu, mais toi il faut que tu fasses quelque chose d'utile et que tu rendes la société moins juste. » Et c'est à ce moment-là, du coup, Julien Lauprêtre, que cet engagement de la solidarité est né. Bon, ça y a contribué. J'avais déjà l'exemple de mon père qui était un militant cheminot, qui était syndicaliste, qui était communiste, qui était d'un dévouement extraordinaire. Mais c'est sûr que, vous savez, quand on a 17 ans, qu'on se retrouve avec des hommes qui vous disent toi tu vas t'en sortir, moi je vais être fusillé, je me rappelle, j'ai rien que d'en parler, j'ai des frissons dans le dos. Il y en a un sur l'Affiche Rouge qu'on reconnaît qui s'appelle Bogzov. J'ai été arrêté un samedi soir et le dimanche, dans les affreux locaux de la préfecture de police qui avait été transformé en centre de prison et aussi de torture, eh bien, il me dit, mais qu'est-ce que tu as, tu pleures? Ben, j'ai dit, oui, tu te rends compte, mes copains, mes copines, ils sont en train de faire la course de natation où j'étais inscrit à la piscine de Rollin. Et lui, il me regarde dans les yeux comme ça, il me dit, mais tu te rends compte ce que tu me dis? Mais tes copains, tes copines, tu les reverras, mais moi, je vais être fusillé. Putain, je suis malheureux rien que de me rappeler ça, la différence, vous voyez, de situation. Et tous ces hommes, c'était des hommes vraiment d'une gentillesse, qui étaient courageux et tout ça. Et quand j'ai vu l'Affiche Rouge qui reprenait leurs photos, j'ai dit, c'est extraordinaire de les traiter comme des criminels parce qu'ils se sont battus pour la France, alors qu'il y a des Français qui se battaient contre la France. C'était vraiment des hommes extraordinaires. Et à chaque occasion, faut faire connaître leur histoire aux jeunes générations. C'est important. Et en ce moment où il y a tellement de choses qui est dites contre les étrangers, contre tous les hommes qui n'ont pas la même couleur de peau, il faut rappeler que ces gens-là, ils ont laissé la leur pour la libération de la France. Et c'est pas rien de voir le parcours qu'ils ont eu d'une façon extraordinaire et comment, quand ils ont été emmenés au peloton d'exécution, ils n'avaient qu'une idée, c'est de voir qu'il y ait des gens qui continuent leur combat, puisque eux, il fallait l'interrompre puisqu'ils étaient devant le peloton d'exécution. Julien Lauprêtre, on va tout de suite passer à cette troisième partie d'émission, c'est le bilan s'impose. Et dans le bilan s'impose, on a une petite habitude, on interroge Julien Lauprêtre, nos invités sur des thèmes sur lesquels ils ne sont pas forcément interrogés. Et c'est aussi pour avoir votre avis de citoyen. Et aujourd'hui, on va parler de la robotisation des métiers. Alors déjà, il faut rappeler que le secteur automobile a été le premier à remplacer ses ouvriers par des robots dans ces années. Aujourd'hui, et au fil des années, c'est vrai que ce phénomène s'intensifie. Il est vrai que d'un côté, on a ceux qui pensent que la robotique crée de nouveaux métiers, et ceux persuadés que les robots vont se substituer aux humains et donc enlever des emplois. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des métiers aussi de la vie courante qui risquent de disparaître. On a notamment, alors selon plusieurs études, les chauffeurs de taxi qui peuvent être remplacés, ou chauffeurs de bus d'ailleurs, qui peuvent être remplacés par les voitures autonomes, les personnes renseignants aussi et de caisse. Est-ce que selon vous, en tant que citoyen, vous pensez que les robots sont devenus les ennemis de l'emploi ? Non, je crois qu'il y a tout dans leur utilisation. Mais il faut dire que vraiment c'est une période de grande transformation
Et nous qui voulons au Secours populaire qu'il y ait une société plus juste, plus humaine, la devise du Secours populaire, c'est tout ce qui est humain est nôtre. Notre crainte, c'est que, à nouveau, ce soit l'argent, ce soit le profit qui soit la base de toutes ces nouvelles industries, de ces nouvelles trouvailles. Et nous, il faudra vraiment qu'on veille bien que forcément l'industrialisation, c'est dur à dire, vous m'avez compris, le pas de géant dans toutes les sciences et tout ça, il faudra qu'on veuille bien que ce soit vraiment réparti entre tous les gens qui en ont besoin, que ce soit pas une nouvelle étape pour la richesse de quelques-uns et la noirceur de vie pour les autres. Vous voyez, mais moi je suis un peu inquiet que ça prenne pas le tour de nouveaux malheurs pour les ouvriers, pour les artisans, pour tous ceux qui travaillent. Qu'on trouve les formes pour que vraiment ce soit bénéfique, que les progrès de la science, ça soit aussi pour les. Alors par contre, on a aussi des métiers. Selon le cabinet de Deloitte, c'est le cabinet de Deloitte qui a fait cette étude, il y a des métiers qui continueront à exister. On a notamment des métiers qui ne peuvent pas être remplacés par des robots, le métier d'assistant médical avec 6% de risque, les sauveteurs évidemment 5%, mais le métier qui a le plus bel avenir devant soi, vous savez lequel c'est? Non, pas du tout. Psychologue. Ah bon? Voilà, on sait qu'on ne remplacera évidemment jamais les psychologues par des robots. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les métiers manuels n'ont moins d'avenir par rapport aussi à l'époque et toute cette transformation de la société? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout va dépendre de la volonté des gens qui veulent amener de nouvelles industries, de nouveaux commerces et tout ça, si c'est au bénéfice de l'argent ou si c'est au bénéfice des hommes, des femmes qui ont besoin dans notre pays de bénéficier des recettes et des richesses de notre pays. Il faut vraiment que on trouve le moyen, la forme, et ça, faut qu'il y ait la participation des citoyens pour que tout ce qui est nouveau ne soit pas une chose qui aille contre l'intérêt, contre la vie des humains dans notre pays. Et c'est vraiment un grand souci. Alors il ne faut pas qu'on soit des vieux réactionnaires en disant « Ah non, on est contre le progrès », mais en tout cas, il faut vraiment que ce soit encadré pour le bien du maximum de gens. On a un site en ligne qui s'appelle adzuna.fr et la responsable qui s'appelle Hyacinthe Mutin de ce site qui permet pour les internautes de trouver un emploi, d'avoir des annonces d'emploi. Elle explique que le message des jeunes est clair, ils vont devoir développer des compétences qui ne sont pas facilement automatisables. On peut leur conseiller de s'orienter vers des métiers qui demandent des capacités de prise de décision, d'intelligence relationnelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces Oui, moi je trouve que c'est une bonne définition. J'en reviens au point de départ, il faut savoir les progrès de la science, le modernisme et tout ça, est-ce que ça va servir à quelques-uns qui vont s'enrichir encore, ou si vraiment on va veiller à ce que tout le monde en profite, parce que il y a vraiment une telle misère en France, il y a tellement de gens qui sont réduits à mendier, il y a les sans-domicile. Il faut pas qu'à nouveau toutes ces choses modernes qui arrivent soient encore pour aggraver encore leur situation. Évidemment, Julien Lauprêtre. Très belle définition en tout cas sur ce qu'est ce thème. On va passer tout de suite à la dernière partie d'émission, c'est les Minutes Outre-mer. Dans les Minutes Outre-mer, on va parler du tourisme en Outre-mer aujourd'hui, Julien Lauprêtre. C'est vrai que l'Outre-mer couvre près quand même de 120 000 km². La France est le seul pays à avoir aussi la présence de ces territoires répartis sur tous les océans, ce qui lui donne la plus belle des images. Ce sont quand même aussi 12 destinations réparties en 3 océans. Et en 2014, la Cour des comptes a mis en lumière les déboires de l'activité touristique dans les territoires ultramarins. Le rapport note notamment les problèmes de desserte aérienne pour expliquer la faible attractivité touristique. Et également sur place, on a très peu d'hôtels à l'accueil des touristes. Vous, est-ce qu'en tant que citoyen aussi, Julien Lauprêtre, vous trouvez que les gouvernements successifs ont mis parfois, notamment pour le tourisme, l'outre-mer de côté?
Bah, il me semble, oui, les chiffres sont incontournables, mais c'est pas seulement dans le domaine du tourisme. Les événements qui viennent de se dérouler en Guyane, Il y a quelques mois. il y a quelques mois, montrent bien qu'il y a des choses qui vont pas. Il n'y a pas seulement le tourisme, il y a vraiment les conditions de vie. Sans aucun doute, moi je crois, personnellement, je donne mon avis de citoyen, De citoyen, je évidemment. crois que toutes les choses n'ont pas été entreprises pour que la dans Outre-mer soit bien meilleure qu'elle est. Mais nous avons aussi une réponse à cette question, c'est que nous développons avec tous ces pays des associations de solidarité, du type du Secours populaire. Le coup d'éclat qu'il va y avoir dans quelques semaines, au moment de la Toussaint, c'est un village enfant copain du monde que nous sommes en train de construire avec nos amis sur place, qui va recueillir la venue de 500 enfants des différentes régions et tout ça. Et nous développons des partenariats avec les associations françaises, avec le Secours populaire, pour qu'on essaye d'améliorer les conditions de vie très difficiles en Outre-mer. Là aussi, c'est la même chose que je disais tout à l'heure, c'est pas par des paroles, c'est des actes. Eh ben, nous avons des parrainages, nous essayons d'aider, pas seulement lorsqu'il y a une catastrophe, mais d'une façon suivie, les gens outre-mer qui ont vraiment d'immenses besoins. D'ailleurs, c'est vrai que, juste pour information, dans ce rapport de la Cour des comptes de 2014, était spécifié que pour accueillir des touristes en Outre-mer, il n'y avait que 4500 chambres qui permettaient d'accueillir des touristes. Donc c'est vrai qu'effectivement, vous avez raison, il y a du travail à faire. Un grand merci, Julien Lauprette, d'avoir été avec nous. Évidemment, je rappelle que vous pouvez faire un don au Secours populaire français, déjà sur le site internet www.secourspopulaire.fr, également par SMS et par courrier. Vous avez l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. C'était un grand plaisir d'avoir passé ce moment avec vous, et bravo en tout cas pour tout ce beau parcours et cette démarche de solidarité et du bien-être des autres. Merci à tous. Merci de votre accueil. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la prochaine fois avec un nouvel invité qui viendra sur notre plateau faire son bilan. Prenez soin de vous.